Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si on doit faire des ajustements. Merci. Ah bon, super, on nous entend. Thématique de ce webinaire, donc chantier. Vous entendez peut-être un peu de bruit du côté de Céleste, parce qu'elle est en ce moment même sur un chantier. Donc, elle a trouvé du temps pour se libérer. C'est pour ça qu'elle a son gilet, son gilet jaune. Alors, on va attendre encore 3 minutes, puis ensuite on commencera. En 2-3 minutes. Oui, très, très bonne question concernant le support. D'ailleurs, j'en profite pour vous informer que le webinaire donc, est enregistré. Donc, on vous transmettra à la fois le support et la vidéo. Là, je me tourne vers mon marketing. Je crois que ça sera quelques jours, plutôt courant de la semaine prochaine, en l'occurrence. Ouais, bon, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Le sujet du jour de ce webinaire, dédié aux établissements de santé, c'est de comprendre comment en fait sont menés les chantiers, quelles sont les contraintes à la fois dans la mise en place de ces installations photovoltaïques, mais aussi qu'est-ce qu'il faut prendre en amont pour s'assurer que tout se mette bien en place. Donc, je vais laisser Céleste se présenter, puis ensuite on démarrera. Bonjour à tous. Alors, du coup, Céleste Drose, je suis chef de projet sur la partie construction chez IDEX dans l'entité solaire IDEX Énergie Solaire. Et j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs projets dans des établissements de santé, donc des hôpitaux et des cliniques. Et donc, moi, Clément Famier, donc je suis business developer chez IDEX Énergie Solaire et dédié spécifiquement en fait, aux établissements de santé pour les accompagner dans leurs projets de transition énergétique sur les sujets photovoltaïques, donc principalement en ombrière, mais on a également des projets au sol, quelques-uns, non, je ne crois pas qu'on en ait en toiture sur l'hospitalier, mais voilà, surtout centrale au sol et ombrière. Donc, dans un premier temps, et pour passer plutôt rapidement sur la partie réglementaire, je pense que vous êtes déjà tous au fait de la loi d'accélération pour les énergies renouvelables, donc qui impose l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés, avec d'ailleurs une obligation, une mise en conformité à la date de juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 mètres carrés, donc qui doivent s'équiper à hauteur de 50% de leur superficie, et 2028 pour les parkings situés entre 1500 et 10 000 mètres carrés. En complément, on a également une loi sur l'accélération de la mobilité électrique, donc la mise en place donc, de bornes de recharge qui concerne donc les parkings de plus de 20 places. Et donc, c'est également un sujet
pour les hôpitaux, à la fois pour les véhicules du personnel, mais aussi sur les véhicules, pour les visiteurs et sur les véhicules techniques des établissements de santé. Donc ça, c'est vraiment le cadre, je dirais, réglementaire. On regarde par le prisme réglementaire. Mais en fait, déjà, je vous invite plutôt sur cette partie-là. Sur le photovoltaïque, il y a une véritable pertinence en fait, pour les établissements de santé à s'équiper en ombrière photovoltaïque. Déjà, dans un premier temps, c'est parce que les hôpitaux, donc là, on est en autoconsommation généralement. On va se raccorder dans les infrastructures de l'hôpital. Et donc, ça permet en fait à l'hôpital de faire des économies assez conséquentes sur sa facture d'électricité. On arrive à couvrir en moyenne, je dirais, entre 20 et 30% des besoins en électricité grâce au photovoltaïque. Et ça vient aussi se répercuter donc, de manière économique sur la facture avec des tarifs qui sont plus intéressants que ce que payent les établissements de santé aujourd'hui auprès de leurs fournisseurs. Ça permet également de compenser donc, certaines consommations, notamment des consommations durant l'été. Là, c'est un petit peu l'actualité, mais les sujets de climatisation, qui est très important pour les hôpitaux. Donc, le photovoltaïque fonctionne au pic de la consommation pour la climatisation. Donc là aussi, il y a un intérêt. Comme je disais, les hôpitaux ont des profils de consommation qui sont importants et surtout constants toute l'année. Donc là, il y a une véritable pertinence en fait avec le photovoltaïque. Enfin, ça permet aussi d'améliorer donc le confort et de renforcer l'attractivité aussi de l'établissement. Donc, ce sont des objets qui se voient directement depuis l'extérieur. Donc voilà, ça permet aussi de mettre en avant l'engagement dans la transition énergétique de la part des établissements de santé. Je reprécise, on fera un point en fin de présentation sur, je pense qu'il y aura 5-10 minutes sur les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà certaines, mais on prendra un temps pour répondre à toutes les questions à la fin. Pour faire une nouvelle fois le lien avec l'actualité, et donc là, les fortes chaleurs qu'on connaît, quand je dis ça améliore le confort, c'est avéré. Donc, pouvoir garer son véhicule sous une ombrière, ça permet donc d'avoir plus de confort lorsqu'on rentre dans son véhicule. Là, on a un écart qui se situe entre 15 et 20 degrés par rapport à un véhicule qui serait en plein soleil. Donc là aussi, c'est aussi un avantage des ombrières photovoltaïques. À présent, on va plutôt parler vraiment là de la partie chantier et dans un premier temps, vraiment tout ce qui a trait à la sécurité. Chez IDEX, c'est vraiment le fil rouge. On en parle dès qu'on pense au projet, aussi bien sur la partie réalisation, mais aussi lorsqu'on exploite les installations. C'est vraiment le fil rouge qui va être prépondérant. C'est vraiment quelque chose qui est ancré au cœur d'IDEX. Oui, alors chez IDEX, on a une vraie culture sécurité qu'on applique sur nos chantiers et qu'on applique également en fait à nos prestataires. Donc il y a 4 piliers donc, dans la sécurité de notre chantier. Dans un premier temps, on va sélectionner des prestataires de confiance, souvent avec lesquels on a déjà travaillé et avec lesquels on sait qu'on est aligné sur les mêmes règles de sécurité. Donc au niveau de la contractualisation, on met dans nos contrats souvent des choses assez conséquentes pour eux s'il y a des manquements à la sécurité. Donc comme ça, voilà, on est sûr qu'on part sur la même base avec nos prestataires. Ensuite, on essaye d'être le mieux organisé sur nos chantiers, donc d'avoir vraiment une planification en amont du chantier pour qu'il n'y ait pas de surprise le jour J, le jour où les engins arrivent, où les compagnons vont arriver sur site. On essaie également de planifier au mieux avec le site pour pouvoir répondre à toutes leurs exigences, toutes leurs contraintes d'exploitation. Donc voilà. Et également, on définit une surface de travail et de chantier qui est adaptée, nous, à l'avancement de notre chantier, mais qui est également adaptée aux besoins de notre client, donc du site et de l'hôpital. Ensuite, on ne fait pas de compromis avec la sécurité donc, pendant la phase de chantier. On est intransigeant sur le port des EPI de tout le monde, que ce soit les visiteurs du chantier ou les compagnons qui vont travailler directement dans l'espace du chantier. On est toujours sur des chantiers qui sont clos et indépendants. Donc, en théorie, personne ne peut rentrer dedans à part des visiteurs
qui sont habilités ou pour qui on donne l'accord. Et on a également un coordinateur SPS donc, qui nous accompagne sur tous nos chantiers. Et on a chez IDEX une chargée de sécurité qui nous accompagne sur tous les chantiers dès qu'il y a des soucis ou la plupart du temps quand il n'y en a pas. Et qui nous accompagne pour pouvoir relever le niveau de sécurité à tout moment. Enfin, sur la partie un peu plus communication, parce que forcément sur des sites qui accueillent du public, on a besoin de communiquer en amont et pendant le chantier. Donc on met de la signalétique, on met des affichages pour bien expliciter qu'il y a un chantier, on explicite les différentes phases du chantier, les dates, les endroits où les personnes ne peuvent pas se garer. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de risque d'interférence entre les usagers du parking et les personnes présentes sur le chantier. Et en complément, on a également chez IDEX des visites préventives de sécurité. Donc, tout le monde dans l'équipe doit réaliser à minima 2 visites préventives de sécurité par an. Donc, qu'on soit au marketing, au commerce, c'est vraiment cette volonté de voir ce qui se passe justement sur nos chantiers et s'assurer que la sécurité est bien respectée. Également, donc voilà, on a bien conscience que les établissements de santé, il y a quelques spécificités. Donc là, on a un exemple d'une centrale au sol, mais c'est également le cas, donc, bien sûr, pour les parkings, avec des distances de sécurité. Également, tout ce qui va avoir trait au passage, notamment des camions pompiers ou alors des mesures d'éloignement par rapport aux hélitations. Je pense qu'un cas concret parle mieux. Je te propose d'en parler, Céleste, parler de l'hôpital d'Évreux. Alors là, on était sur l'hôpital d'Évreux où on a installé une centrale au sol donc à proximité d'une hélitation. Donc après, on a des préconisations dans le cadre du permis de construire de la part du SDIS, de la part de la DGAC, de la part aussi de la commune. Donc on y a répondu. On a bien installé notre centrale à la distance imposée par le permis de construire pour ne pas gêner les hélicoptères. On a également eu pas mal de préconisations de la part du SDIS, donc des pompiers, avec une voie qui doit pouvoir faire le tour de la centrale au sol, une voie aussi qui est adaptée et carrossable pour le passage des camions. Et également, je vois qu'il y a une photo sur la partie du réseau Enedis, donc on fait bien attention à se mettre à bonne distance du réseau. Et il y a aussi parfois des sujets d'éblouissement qu'on peut avoir. Donc là, dans ce cas-là, on avait bien des panneaux anti-éblouissement pour respecter les demandes de la DGAC. Je vois que c'est une question qui était remontée justement. En effet, là, on est bien sur des panneaux donc qu'on appelle full black, donc pour éviter l'éblouissement. Ça, c'est un projet qu'on a remporté de mémoire en 2021. Depuis, la DGAC, en fait, c'est quand même adouci sur les projets photovoltaïques. Et donc là, les panneaux anti-reflets ne sont plus obligatoires. On mène toujours une étude complémentaire, quoi qu'il arrive. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'échanger aussi avec les pilotes pour les informer sur le projet. Mais en tout cas, à date, le panneau anti-reflet n'est plus obligatoire. Donc, à présent, sur le chantier, et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une ombrière photovoltaïque? Donc, on va le voir par la suite, c'est pas juste des piquets et des panneaux dessus, c'est un petit peu plus complexe. Surtout, il y a toute une partie enterrée, donc, qui est assez conséquente, donc avec des fondations. Tu me corriges, hein, Céleste, mais je crois de l'ordre entre 4 et 5 mètres de profondeur. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est quand même des installations assez conséquentes. Et toute la partie également électrique qu'on va voir par la suite qui est très importante. Et en fait, à ça, quand on vient additionner des bornes de recharge pour véhicules électriques, en fait, on a beaucoup de choses à gérer en même temps sur le chantier. Et donc, ça devient assez complexe. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une maîtrise d'ouvrage comme IDEX, d'un acteur comme IDEX qui va piloter en fait l'ensemble des travaux sur ces projets. Comme on le disait tout à l'heure, on a bien conscience que les parkings, c'est un enjeu majeur pour les établissements de santé.
D'expérience, pour me rendre justement sur pas mal d'hôpitaux, c'est toujours un petit peu complexe de se garer sur les parkings. On a des parkings qui sont souvent saturés. L'idée aussi sur ces projets, c'est de surtout pas supprimer des places de stationnement. Donc là, on a vraiment les ombrières ne suppriment pas de places de stationnement. On fait en sorte que le poteau tombe vraiment entre deux places. Et vous avez un poteau, je crois que c'est un poteau tous les 9 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, qui vient s'insérer entre les places et qui ne supprime aucune place de parking déjà existante. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée de ne pas supprimer de place. Après, il y a la partie chantier. Donc là aussi, on a bien conscience qu'on ne peut pas bloquer tout le parking puisque l'hôpital doit permettre un niveau de service. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec l'établissement, de proposer donc du phasage. Et donc, en moyenne, on arrive à garantir entre 70 à 80 places, 80% du taux de disponibilité des places durant les travaux. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer par phase et par séquençage. Donc, il y a 3 grandes phases. Hein. Ça va être vraiment la partie fondation, puis la partie structure, et enfin tout ce qui va être raccordement électrique qu'on va vous présenter tout de suite. Je ne sais pas si tu avais des choses que tu voulais compléter, Céleste. Oui, alors là, sur le phasage, donc 75% des places disponibles, c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Le but, nous, quand on vient faire des travaux sur le parking, c'est pas que les patients soient en retard à leur rendez-vous ou que ça crée une sorte de cohue générale sur les parkings. J'ai eu un chantier sur une clinique autour de Rouen où le parking était très, très saturé. Et en discutant le plus possible avec le service technique de la clinique et en essayant de nous adapter au mieux, on a réussi à mener le chantier sans qu'il y ait eu trop de soucis entre les patients qui viennent et nous, les personnes intervenantes sur le chantier. Et là, l'image que vous avez à l'écran, c'est donc l'hôpital de Wissembourg. Là, on ne le voit pas bien, mais la partie qui est en RB au-dessus, en fait, elle a été utilisée comme parking temporaire. Donc, ça a permis justement d'accélérer la phase travaux. Donc, voilà, on cherche des solutions avec l'établissement sur comment on peut vraiment optimiser ce chantier sans impacter le taux de place disponible. À présent, là, il y a quelques exemples justement donc, au niveau des fondations et des structures. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, Céleste, sur justement aussi les durées qui y sont associées. Oui, alors du coup, on a plusieurs phases hein, sur le montage d'une ombrière. Donc, on commence par les fondations. Donc, on a des terrières qui viennent sur le site et en gros, qui creusent des trous. Donc, ensuite, on met une sorte de petite dalle en béton, comme on voit sur la deuxième photo, pour pouvoir protéger la fondation. Et autour, on le signale bien pour que aucune voiture ne s'approche et qu'il n'y ait pas d'incident supplémentaire. Alors, la phase de fondation est assez rapide. Ça dure entre 2 et 4 jours en fonction de la taille du parking. Et on libère le plus souvent à l'avancement pour pouvoir impacter le moins de place possible. Alors, ensuite, on a le montage des structures, donc en acier qu'on voit ici sur la troisième photo. C'est une partie qui est un petit peu plus longue, mais qui ne nécessite pas un blocage des places trop conséquent. Donc, on fait sous la plupart du temps ombrière par ombrière. Et on essaye aussi de libérer les places à l'avancement pour impacter le moins de places possible. Pour compléter, vraiment sur la partie, notamment sur les fondations, je crois que mémoire, on fait environ 20 fondations par jour. Et l'idée, c'est de bloquer en effet cet espace-là, mais également toute la partie balisage pour le lendemain. Et donc, en fait, on avance, on libère au fur et à mesure, on déplace aussi tout le balisage. Et quand on vient poser les structures, on fonctionne en mode inverse, du coup, pour ne pas redéplacer tout le balisage et toute la partie sécurité. Et donc là, on va en mode inverse par rapport aux fondations. On vous donnera à la fin, on peut peut-être déjà en parler sur, j'ai vu que c'était une des questions, sur la durée d'un chantier, Céleste. Oui, alors forcément, ça dépend de la taille du projet, mais on est sur entre 2 et 3 mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a des interventions tous les jours, mais en cumulé, on est sur 2 et 3 mois.
Et enfin, une autre partie qui est donc la pose des modules là, sur les structures. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement, ça, pour le coup, il me semble. Oui, c'est assez rapide. En fait, là, sur des ombrières comme celle-ci, les modules sont montés donc, sur les nacelles, comme on le voit, puis après glissés dans des rails. Donc, souvent, c'est une partie qui dure peu de temps et qui a un faible impact sur les emprises du parking. Et également, le sujet qui est de plus en plus important, ça va être la gestion des eaux pluviales. Donc, en effet, les ombrières sont équipées de gouttières. Et donc, l'idée, ensuite, c'est d'aller soit récupérer les réseaux existants, parce qu'on est bien d'accord que l'objectif, c'est pas qu'il y ait une patinoire sur le parking de l'hôpital. Si on vient à l'hôpital, c'est pour être soigné et pas se faire justement prendre en urgence parce qu'on a glissé sur le parking. Donc, non, ça, c'est vraiment un sujet qu'on anticipe dès en fait la phase, je dirais. Ouais, la phase d'étude. Ouais, la phase d'étude, pour vraiment s'assurer qu'on vienne déverser les eaux dans les réseaux existants ou dans les noues existantes, en l'occurrence. Donc ça, c'est la photo finish. Une fois que tout est terminé, c'est la clinique dont parlait Céleste, donc à Rouen. Donc voilà, avec un soleil resplendissant. Donc voilà, le temps moyen, parce que là, le CS donnait des ordres de grandeur sur vraiment la partie, je dirais, chantier, intervention sur le parking, qui sont de l'ordre de 2 à 4 mois. En gros, après, bien sûr, en amont, il y a toute une partie permitting avec un dépôt en mairie. Donc là, on n'est pas sur un permis de construire, on est sur une demande préalable. C'est plus rapide. Et donc ça, cette phase-là, elle prend généralement, je dirais, 6 mois maximum, pour ensuite pouvoir commencer en effet à réaliser le chantier. Et une fois qu'on a posé, donc réaliser les fondations, réaliser les structures et la partie pose des modules, une autre étape qui est assez conséquente, c'est notamment la partie raccordement électrique qu'on va aborder à présent. Je vais revenir à cette slide par la suite, mais peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus, Céleste, sur comment est-ce qu'on se raccorde, quel régime de tension notamment. C'est ça. Alors, on a donc sur des hôpitaux, comme disait Clément au début, on est la plupart du temps sur des raccordements en autoconsommation. Donc, on vient se raccorder directement dans les installations électriques de l'hôpital. Et on a 2 types de raccordements, soit en haute tension, soit en basse tension. Ça dépend du dimensionnement de notre projet. Donc là, sur cet exemple, on était sur un raccordement en haute tension. Donc pour ça, on a besoin d'élever la tension que nos onduleurs produisent. Donc on vient installer un poste de transformation dans lequel on a un transformateur. Alors là, on ne le voit pas, on voit juste le poste. Le transformateur est donc à l'intérieur. Donc ce sont des gros préfabriqués qu'on doit gruter. Là, sur ce cas, donc c'était à l'hôpital d'Évreux. On parlait tout à l'heure de l'élistation. Et on n'a pas pu gruter le poste comme on avait prévu de le faire à cause de l'élistation, parce que la flèche de la grue était trop haute et il y avait un risque avec le passage des hélicoptères. Donc, on a dû passer par un autre endroit, gruter un petit peu plus en contrebas ce poste. Et on était en contact donc, avec le service technique qui, lui, était en contact direct avec les pilotes si jamais il y avait une urgence, donc c'est-à-dire la pose en urgence d'un hélicoptère. Et alors, on n'a pas eu le cas pendant le grutage, mais si ça avait été le cas, on aurait arrêté toute l'intervention. Sur la partie, je vois que le temps file. Après, on pourra bien sûr dédier un petit peu plus, déborder un petit peu plus. Sur la partie raccordement, donc c'est vraiment un point essentiel. Et notamment aussi toute la partie couplage avec les groupes électrogènes. Donc, qu'est-ce qu'on met en place justement, Céleste, pour s'assurer que tout fonctionne bien? Oui, alors comme on vient se raccorder directement dans les installations du site, on fait des tests en amont avec le groupe électrogène pour que notre centrale se découple dès qu'il y a le moindre souci, dès que le groupe électrogène du site se met en marche. Nous, en fait, on vient récupérer un contact qui nous dit que le groupe électrogène se met en marche et ça découple instantanément notre centrale.
Donc comme ça, il n'y a pas d'interférence. Dès qu'il y a une coupure de l'hôpital pour X ou Y raison, que ce soit une coupure Enedis ou que ce soit autre chose, ou juste un démarrage du groupe dans le cas d'un essai, notre centrale vient se découpler et se mettre à l'arrêt. Et ensuite, il y a des interventions pour pouvoir réalimenter la centrale dès que le groupe électrogène s'est éteint et que le site s'est rallumé. Et puis là, on le voit sur la photo de gauche, notamment sur la partie raccordement, on se cale vraiment en fait sur le calendrier, sur l'agenda de l'établissement, pour ne pas en fait couper le courant lorsqu'il y a des interventions critiques. Je pense au bloc opératoire notamment. Je crois que c'était le cas sur Évreux. Justement, il y a une opération de la hanche qui était en cours. Oui. En fait, on a attendu qu'elle se termine et ensuite on a basculé, on a transféré l'hôpital sur le groupe électrogène et puis nous, on a pu intervenir dans les passages. Oui, exactement. Alors, on avait initialement prévu de faire la coupure. On avait trouvé une date pendant l'été, une nuit, où il n'y avait pas d'intervention. Finalement, il y avait un bloc opératoire qui avait duré. Donc, on a décalé un petit peu l'intervention. Donc, voilà, là, sur la photo, on voit qu'il y a du personnel d'Enedis qui est présent. Il y a aussi le service technique de l'hôpital qui est présent pour superviser. Et la coupure s'était très bien passée. Je vois que le temps avance. Donc, on va bien sûr dédier un temps à la fin pour les questions. Mais à présent, voilà. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne, ces installations, que les chantiers se passent bien. Aujourd'hui, je pense qu'on est l'un des acteurs majeurs du photovoltaïque pour les établissements de santé, notamment sur les parkings. Donc, comme on l'a cité en exemple, le CH d'Évreux, qu'on a mis en service avec à la fois des ombrières photovoltaïques et une centrale au sol. Le groupe Vivalto, donc à Rouen, mais également à Dracy-le-Fort. Et donc aussi, voilà, vous voyez même une majorité des projets dans une bonne moitié nord. Donc ça aussi, je viens de Lille, donc je me permets. C'est une bonne nouvelle. Ce sont des installations qui fonctionnent même dans une partie nord de la France, notamment parce qu'on est en autoconsommation, qu'on est raccordé en direct dans les infrastructures de l'hôpital. Et donc là, on a des gains qui sont intéressants. Et donc, plus récemment, l'hôpital de Saint-Dizier et l'hôpital de Pau, où là, on avance en ce moment sur la partie plutôt permitting, donc auprès des mairies. Et enfin, et ce sera le mot de la fin, c'est vraiment une volonté d'IDEX, aussi à titre personnel, voilà, vraiment une volonté dans mon travail d'accompagner les établissements de santé vers cette transition énergétique. On a bien conscience, comme on l'a vu dans cette présentation, qu'il y a des enjeux vraiment physiques en fait, et techniques au niveau des raccordements, au niveau des places de parking, mais surtout, derrière, c'est un enjeu de financement. C'est tout ce que finances publiques va plutôt mal. Donc là, en l'occurrence, avec des projets comme ceux qu'on vous a présentés, ces projets où IDEX vient porter le financement des installations, où on vient exploiter les centrales sur toute la durée de vie du projet. Donc généralement, on est sur 20 ans. Et donc là, en fait, vous avez très souvent en fait, des gains pour l'établissement dès la première année et surtout qui s'inscrivent dans du temps long. Où vous avez une vision en fait sur votre tarif d'électricité et sur du coup une sécurisation de vos approvisionnements sur 20 ans et même au-delà, parce qu'une centrale continue à produire bien au-delà de 20 ans. Donc ça devient vraiment des objets qui sont très intéressants et pertinents pour les hôpitaux. Merci à vous. Je vois qu'il y a eu quelques questions. N'hésitez pas à continuer à en poser dans le chat. On va remonter le fil justement pour regarder. Peut-être qu'on a déjà répondu à certaines. Alors, il y avait une question sur la loi d'accélération pour les énergies renouvelables. Est-ce que le seuil des 10 000 m² correspond à un seul tenant, correspondait aux surfaces d'un seul tenant? Alors, c'est une très bonne question. En effet, c'est dès que vous avez un seul et même parking qui fait plus de 10 000 m². Donc là, il sera vraiment ciblé par cette mise en conformité à partir de 2026. Sinon, par contre, si vous avez un site, et c'est bien souvent le cas pour des établissements de santé, où vous avez peut-être un parking à 2 000 m², un autre à 6 000 m², en fait, on ne vient pas
on ne vient pas les additionner et là, vous franchissez le seuil des 10 000. C'est vraiment, ceux-là seront concernés sur plutôt la partie 2028. En fait, dès que vous avez un parking plus de 1500 m², il est concerné. Et un parking, c'est lorsque vous avez la même entrée, même sortie. Voilà, c'est la petite définition. Je pense sur la partie élicitation, on a répondu à la question. Durée chantier également. Ah oui, question plutôt là sur la partie juridique. Comment ces projets-là s'inscrivent-ils au regard du Code de la commande publique? Alors, on est sur des concessions. Donc, voilà, concessions pour la conception, travaux, réalisation et maintenance d'ombrières photovoltaïques et non pas des MGPE. Tout simplement parce que déjà, le financement dans la concession est porté donc, par IDEX et surtout, on est sur des temps plus longs qu'un MGP. Donc là, comme je disais, sur les concessions, on est généralement sur une durée de 20 ans, 20 à 25 ans. En effet, le financement, comme je l'ai indiqué, est pris en charge donc, par IDEX. En fait, IDEX va demander une redevance annuelle à l'établissement pour la mise à disposition de ces infrastructures énergétiques. Mais le financement est bien pris en compte par IDEX. Alors, une question sur les toitures. Tu veux peut-être y répondre, Céleste. On nous demande si on fait des projets en toiture, notamment sur la partie hospitalière. Oui, alors, pourquoi? On n'a pas eu pour l'instant de projet sur des toitures hospitalières. Alors, je pense que c'était simplement que les projets qu'on a eus n'y correspondaient pas et qu'il n'y avait pas forcément les surfaces nécessaires pour pouvoir implanter des panneaux. Alors, je sais que sur Évreux, par exemple, ils avaient des toitures végétalisées. Donc, par exemple, c'est un hôpital qui est assez neuf. Donc, il n'y avait pas de besoin ni de place pour mettre des panneaux photovoltaïques. Nous, on en installe chez IDEX, chez d'autres typologies de clients que du monde hospitalier. Mais ça dépend en fait des projets. Donc, il n'y a aucun souci pour en faire sur des bâtiments hospitaliers. Alors après, quand même, je mets une petite réserve. On échange régulièrement avec les assureurs. C'est plutôt un sujet en fait assurantiel quand on vient mettre du panneau en toiture. C'est vrai que sur des établissements de santé qui donc reçoivent du public où il y a des patients sous les panneaux, c'est vrai qu'ils sont un peu plus réticents. Donc moi, ma recommandation, c'est plutôt vraiment de regarder dans un premier temps plutôt la partie sol ou ombrière, parce que là, vous êtes sûr au moins qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et sinon, après, sur de la toiture, ça peut être réalisé sur des bâtiments qui vont être construits. On a bien conscience que le plan immobilier d'un établissement de santé est assez vivant, ça bouge beaucoup. Donc, en fait, si vous mettez un nouveau bâtiment, en fait, dès sa conception, il va falloir intégrer ce qu'on appelle donc, un système PV ready. Donc, c'est s'assurer que le bâtiment soit apte à recevoir et à supporter le poids des panneaux. Alors, j'ai une question un peu plus financière. On s'écarte un petit peu des chantiers. Sur l'autoconsommation, est-ce que le prix est basé sur un prix indexé du fournisseur d'électricité? Alors, dans les modèles où on demande une redevance, en effet, il y a une indexation de ce loyer-là annuel, mais on n'est pas corrélé, je dirais, avec le prix du fournisseur d'électricité. Parce que là, encore une fois, dans ces modèles-là, en fait, on ne fournit pas de l'électricité. On met à disposition une infrastructure énergétique qui permet, elle, de consommer l'électricité par l'établissement. Je prends une dernière question sur... je te la laisser, y a-t-il besoin de réaliser une étude environnementale ou étude au cas par cas sur ces projets? Oui, alors sur les projets au sol, on a besoin de réaliser ce genre d'études une fois que le projet dépasse une certaine puissance. Sur Évreux, donc ça a été le cas. On a eu une étude environnementale 4 saisons. Donc en fait, on observe la faune et la flore pendant toute une année, pendant les 4 saisons. Et ensuite, on reçoit des prescriptions de la part de l'écologue et donc de la part également de la mairie pour pouvoir impacter le moins possible et abîmer le moins possible, évidemment, le terrain, une fois que nos panneaux photovoltaïques sont installés.
Ça, c'est vraiment pour les centrales au sol qui sont assez conséquentes, hein. Là, je pense à des établissements qu'on a accompagnés. On a pu proposer des ombrières, mais aussi une centrale au sol, une petite centrale au sol en autoconsommation. Donc là, on avait moins de 300 kW crête. Et donc là, il n'y a pas besoin en fait, d'études ni d'études au cas par cas. Bah, écoutez, je pense qu'on va clore ce webinaire. Merci pour votre participation, pour vos questions. On prendra aussi un temps de notre côté pour répondre aux éventuelles questions auxquelles on n'aurait pas répondu lors de ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. J'espère qu'on vous a apporté des réponses et des cas concrets. Mais écoutez, si vous voulez échanger avec nous, c'est avec plaisir. Et je vois des questions sur les coordonnées. Bien sûr, on vous transmettra à la fois le support, la vidéo et nos coordonnées. Merci à vous. Merci à tous. Une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.